Situation nationale. Et puis dur de jeûner et de devoir voyager, pénible de travailler quand la profession que vous exercez demande de gros efforts physiques, pas trop commode également de respecter le 4e pilier de l'islam quand on vit à l'étranger, qu'à cela ne tienne, ils jeûnent la foi en bandoulière. Impossible justement de les amener à se désister. Déception, frustration, désespoir, le regard vide. Lionel Messi quitte l'Albi Céleste pour de bon. Le Messi argentin n'a pas pu user de son talent pour permettre à son équipe nationale de remporter la Copa América, un trophée qu'il n'a jamais gagné. Le quintuple Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde ces dernières années, déclare après la défaite face au Chili qu'il ne jouera plus pour l'Argentine. Bonsoir et bienvenue à tous. Le représentant résident de la Banque africaine de développement quitte le Sénégal après 25 ans de service à la BAD. Mamadou Lamine Nongo est venu faire ses adieux au président de la République. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour l'élever au rang de commandeur dans l'ordre national du mérite. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Pape Biram Biguenyaï. C'est très ému en tout cas par cette décoration qui honore ma modeste personne. Et également reconnaît le travail réalisé ici. Je suis très reconnaissant au sujet de l'État d'avoir fait cette reconnaissance de ce travail. Je pars à la retraite de la Banque africaine de développement après 25 ans de service. Et j'étais venu donc lui dire au revoir. Parce que je dois retourner chez moi, en Mauritanie, à côté. C'est un au revoir parce que vous savez, la Mauritanie et le Sénégal, c'est des pays donc, non seulement voisins, mais frères, qui sont unis par beaucoup de liens. Donc je me trouve ici carrément dans mon second pays, que je ne quitterai pas définitivement. Donc j'étais venu, donc on a fait le tour d'horizon bien sûr de la coopération entre la Banque africaine et le Sénégal, qui est une coopération exemplaire, multiforme et multidimensionnelle. Nous avons commencé nos opérations ici depuis 1972 et aujourd'hui nous avons presque une centaine de projets financés avec des montants qui avoisinent 1200 milliards de francs CFA dans tous les secteurs d'activité. Nous avons également un portefeuille actif de projets en cours de 25 projets. Pour un montant de 438 milliards de francs CFA aussi. Nous avions pris un engagement lors des cours consultatifs à Paris de financer 400 milliards pour 5 ans. Nous avons fait le point. Aujourd'hui, nous sommes à 54% de cet engagement-là. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année aussi, cet engagement sera largement respecté. La France met 13 milliards de francs CFA pour la construction des instituts supérieurs d'enseignement professionnel au Sénégal, notamment à Bignona. Et Richard Toll, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'ambassadeur de France au Sénégal ont signé la convention qui établit ce nouveau partenariat pour les ISEP au Sénégal. Diane Mabadja. Après la signature à distance du ministre français de l'Agriculture représenté par l'ambassadeur de France, c'est au tour du ministre de l'Enseignement supérieur. La convention bilatérale va aider à mettre en place les instituts supérieurs d'enseignement professionnel de Richard Toll et de Bignona. Tous ces projets concourent d'une part à avoir une formation qui soit plus professionnelle, qui soit plus diverse, qui réponde à la fois aux attentes de la jeunesse sénégalaise et aussi aux attentes des entreprises. Alors, je crois que dans le domaine de l'agriculture, la France a une petite expertise qui peut être utile. Richard Toll et Bignona sont des zones à fortes potentialités agricoles. À travers cette initiative, l'État vise l'augmentation du niveau de qualification, la lutte contre le chômage, la réduction de la pauvreté, entre autres objectifs. La convention cadre de partenariat qui est signée ce matin entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt participe au raffermissement et au renforcement de cette collaboration. Elle est d'autant plus importante et remarquable qu'elle vise à développer des activités communes dans les domaines institutionnels, techniques et partenariales pour le renforcement des compétences et le développement de l'employabilité des jeunes diplômés sénégalais de l'enseignement supérieur.
Dans les prochains jours, l'Agence française de développement et le ministère de l'économie et des finances vont signer une double convention de financement et de prêt d'un montant de 13 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront à la mise en œuvre des ICEP où la formation se fait sur 2 ans. La 3e édition de l'école d'été internationale francophone en sciences de l'informatique a ouvert ses portes ce lundi. Les BAD et les écoles européennes vont échanger sur le thème « La conservation numérique ». La réflexion va tourner autour de cette interrogation. Faut-il détruire les documents papier numérisés ou continuer à les conserver? Jeanne Dior. Comment parvenir à une meilleure conservation numérique? L'interrogation a réuni des spécialistes de temps d'une école d'été internationale. Avec la révolution technologique, la conservation des documents papier pose problème. Des problèmes de conservation, des problèmes de transmission, des problèmes de traitement, des problèmes de mise à disponibilité des utilisateurs, mais également des problèmes juridiques, de légalité. Et tout cela, l'école qui forme les experts, les professionnels qui mettent ces documents à la disposition du public, ces écoles, disais-je, ont à réfléchir sur les défis que leur pose ce type de support. Pour mener la réflexion, l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'UCAD n'est pas seule dans la démarche. On est ensemble avec l'ENSIB de Lyon. L'ENSIB, c'est l'École nationale supérieure des bibliothèques de Lyon. Nous sommes avec la HEG de Genève, Haute École de gestion de Genève. Nous sommes aussi avec l'EPSI de Montréal, l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de Montréal. Je crois qu'ensemble, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas arriver justement à relever le défi consistant à régler les problèmes que pose aujourd'hui la numérisation. On pensait que la numérisation était la panacée. Oui, c'est la panacée, mais en même temps, la numérisation commence à créer des problèmes aux professionnels et ces problèmes, il faut y réfléchir. Avec l'inflation du papier, nous sommes en train d'imaginer des formules de conservation autres que le papier. On va y réfléchir sur les questions de conservation. Et pour ce faire, nous sommes ensemble. En attendant les grandes lignes qui sortiront de la 3e édition des écoles francophones spécialistes des sciences de l'information, le processus d'archivage numérique se poursuit au Sénégal. La conservation physique passe pour être révolue. Selon le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'accent est plutôt mis sur la formation des ressources humaines de qualité dans le domaine du numérique. Le groupe de travail de l'éducation non formelle de l'ADIA, section Sénégal, a organisé un atelier de réflexion et de partage sur les stratégies d'opérationnalisation du socle commun de compétences. L'objectif est d'amener les acteurs du système éducatif et les décideurs à s'approprier ce concept afin de faciliter sa concrétisation. Pape Collingham. Le socle commun de compétences est une base où l'on retrouve les compétences minimales qu'un individu doit avoir. Le Sénégal fait partie des premiers pays africains qui en disposent. Seulement, son champ d'intervention est jusqu'ici limité. Au Sénégal aussi, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu une politique de l'éducation de base de 10 ans, appelée EDB10, qui a été élaborée avec une équipe technique qui a été accompagnée par le ministre Mamadou Ndoye. Et dans ce cadre-là, on a eu effectivement à élaborer un socle commun qui regroupe d'ailleurs les mêmes compétences que celles qu'on trouve dans le socle commun de compétences qui a été fait au niveau africain. Dans un souci d'efficacité, le groupe de travail de l'éducation non formelle de l'ADIA a jugé nécessaire de s'ouvrir à un autre socle de compétences beaucoup plus englobant. L'EDB10 s'adresse à des cibles de 6 à 16 ans, toutes catégories confondues, formelles, non formelles, informelles, et que dans le socle commun de compétences africain, on a inclus les adultes. C'est la seule différence. Notre travail, c'est quoi? C'est de contribuer à la mise en œuvre. Une mise en œuvre justement qui bute sur un certain nombre d'obstacles, retardant ainsi l'opérationnalisation du socle. Dans les défis de mise en œuvre, il y a d'abord la conduite de l'innovation et les prises de décision nécessaires. Il est clair que dans un système, tant que les décideurs ne sont pas engagés dans la prise de décision et dans la mise en œuvre, on ne peut pas mettre en œuvre. Au sortir de cet atelier, une feuille de route et un rapport seront élaborés. 2 documents qui vont servir de base de données à la triennale de l'ADIA, prévue en mars 2017 au Marrakech,
où le Sénégal va présenter son rapport sur les orientations pédagogiques aux côtés du Bénin et du Ghana. Dakar abrite une importante réunion de coordination sur le renforcement des capacités commerciales des régions Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP. Ce rendez-vous, qui s'inscrit dans le cadre du programme Hub and Spokes 2, réunit une quarantaine d'experts et conseillers en politique commerciale auprès des organisations d'intégration régionale et des ministères en charge du commerce. Les détails dans ce reportage de Alassane Diédhiou. Une quarantaine de pays membres des ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique ont répondu présents à cette réunion de coordination de Dakar. À Dakar, il s'agit de renforcer le développement des capacités commerciales des régions ACP dans le cadre du programme Hub and Spokes 2. Ce programme est une initiative quadripartite qui est mise en œuvre par la Commission de l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, le secrétariat ACP et le secrétaire du Commonwealth. Son objectif est double. Premièrement, c'est d'aider les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique à véritablement déterminer leurs priorités dans les négociations commerciales internationales. Et quand je parle de négociations commerciales internationales, il y en a plusieurs au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi au niveau des accords régionaux. Ce programme Hub and Spokes, pour rappel, est une initiative d'assistance fournie à travers le déploiement des conseils experts en politique commerciale auprès des organisations d'intégration régionale ainsi que des ministères en charge du commerce. Principal destinataire, le gouvernement du Sénégal apprécie. Le programme Hub and Spokes a fini de convaincre les plus hautes autorités par sa pertinence, mais également par le renforcement des capacités et l'assistance qu'il offre aux pays et aux organisations d'intégration bénéficiaires. Au Sénégal, nous apprécions la disponibilité et l'expertise des experts que vous nous avez envoyés. Il convient donc aujourd'hui d'évaluer l'impact de ce programme sur nos capacités en matière de négociation commerciale internationale et de mise en œuvre des accords commerciaux récemment conclus. L'exemple sont les accords récemment conclus à Nairobi dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce sur la décision, sur l'engagement pris par les pays notamment développés de supprimer les subventions aux exportations, source de distorsion des échanges commerciaux. Pour rappel, depuis 2004, cette initiative conjointe du secrétariat des ACP, de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'OIF, du Commonwealth, aide les pays bénéficiaires à développer, négocier et mettre en œuvre des politiques et accords commerciaux visant à faciliter leur insertion dans le système commercial multilatéral. Et puis cette cérémonie de lancement du projet Bourse territoriale pour un Sénégal émergent à Kaolack. La rencontre a réuni le ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, l'agence de développement local, les présidents des conseils départementaux, entre autres acteurs. Ils vont échanger sur la démarche et le financement des projets porteurs. Claire Diop. Faciliter l'accès au financement des initiatives économiques et des porteurs de projets, notamment des femmes et des jeunes, voilà toute la pertinence de la démarche. L'ambition est d'impulser le développement à partir de la base, contribuer à l'amélioration et à la diversification des revenus des populations dans un contexte de territorialisation des politiques publiques. Le lancement du projet des bourses territoriales pour un Sénégal émergent est plus qu'une aubaine pour les collectivités locales. Nous avons suffisamment de groupements de femmes qui sont battus malgré les difficultés, par le tonting, par des cotisations, pour assembler un apport, mais qui souvent n'arrive pas compte tenu des charges familiales et ménagères. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous conscients que la caution et l'apport constituent un obstacle pour permettre à nos communes de base de pouvoir bénéficier de financement au niveau des institutions de microfinance. C'est cette difficulté, cette équation à laquelle l'ARL est venu nous apporter une solution très heureuse. Les bourses territoriales, comme étant un apport que l'agence de développement local met à la disposition des structures financières décentralisées pour financer les projets de développement, nous estimons que c'est une approche très pertinente qui peut régler des problèmes de développement à la base parce que ce financement-là, c'est la finance à partir de projets pertinents, répondant ainsi donc à nos préoccupations qui consistent
à promouvoir le développement à la base, à partir des populations, à partir des spécificités. Le mécanisme est basé sur le partenariat public-privé à l'échelle locale. Toutes les parties prenantes ont pris part à la rencontre. Pour cette phase pilote, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Louga sont concernés. Nous travaillons avec ces microfinances. Nous mettons 60 millions. Chaque collectivité locale du pôle Sine Saloum va mettre 2,5 millions et on va démarrer avec à peu près 400 millions de francs CFA. Pour construire le pôle Sine Saloum, la synergie des actions est plus que déterminante pour une cohérence sociale et économique. Sa prise en compte dans vos différents plans de développement et autres documents de planification s'impose. À la différence des projets classiques, le projet BTPS constitue une plateforme multi-acteurs et multiniveaux de financement et d'accompagnement des porteurs de projets individuels ou collectifs. Le projet comprend 3 composantes: financement des activités, accompagnement et suivi évaluation des actions et projets financés, enfin renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires. La rencontre a réuni les 10 conseils départementaux des régions centres, des services déconcentrés, groupements, associations, entre autres. À présent, le point sur le processus de modernisation de l'agriculture au Sénégal. L'équipement du monde rural en matériel agricole se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Des milliers d'unités subventionnées sont en cours de distribution. Coût total du programme, 85 milliards de francs CFA. Pour réussir l'opération, le ministère de l'Agriculture s'est entouré de toutes les garanties en matière de transparence. Mamadou Sambambo. L'une des pistes de modernisation de l'agriculture sénégalaise est le rééquipement du monde rural en matériel agricole. Par rapport à ça, l'objectif c'était plutôt de mettre en place une mécanisation agricole raisonnée, c'est-à-dire l'utilisation de la motorisation là où c'est possible, la combinaison des deux là où il l'est également, parce que dans certaines zones, c'est pas du tout évident de faire de la motorisation, même si on a les moyens de le faire. Donc on s'est inspiré des différentes spécificités des sols au niveau national avant de mettre en place une stratégie de mécanisation. Cette étape bouclée, les recommandations en main, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural peut ainsi s'atteler à la mise à disposition des unités. À ce jour, ce sont des centaines pour les tracteurs et des milliers pour les unités légères qui sont arrivées aux mains des paysans. C'est pour vous dire qu'actuellement, nous sommes à plus de 500 000 unités de matériel de culture atelier, composé essentiellement de semoirs, de houes, de charrues, entre autres. Mais au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle des tracteurs. Nous avons mis à la disposition des producteurs sénégalais plus de 800 tracteurs équipés d'outils de travail du sol, de semis, de récolte, entre autres. Mais au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle les moissonneuses-batteuses, les batteuses à riz, les unités d'arrachage d'arachide, de batteuses, etc. Donc sur ces 85 milliards, les 25 milliards sont destinés au petit matériel agricole. Et ces équipements sont subventionnés à hauteur de 70%, et destinés exclusivement aux exploitations agricoles familiales. Les 65 autres milliards, c'est dans le cadre des protocoles d'accord que nous avons. Parce que le matériel est subventionné et parce qu'il doit servir uniquement l'agriculture, les pouvoirs publics ont mis sur pied un système de distribution qui garantit et la transparence et la justice sociale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural avait donné des instructions fermes que les équipements aillent aux ayants droit, que les équipements puissent être utilisés par les producteurs et non par les producteurs du dimanche, comme on a l'habitude de le dire. Et dans ce sens, il a été demandé à tous les gouverneurs de mettre en place ce qu'on appelle des commissions régionales, départementales et parfois même locales. Et c'est à ce niveau que se fait les choix et les notifications. Après notification maintenant, le producteur est chargé d'aller auprès du Trésor public pour verser sa contrepartie. La deuxième phase de l'équipement va démarrer en juillet prochain. À terme, c'est une agriculture entièrement rénovée et des exploitants suffisamment armés qui vont voir le jour avec en perspective un mouvement d'ensemble vers l'autosuffisance, la croissance et l'émergence du monde rural.
Cette deuxième phase du programme va permettre l'acquisition de 400 tracteurs supplémentaires du matériel afin de satisfaire la demande et mettre l'agriculture sénégalaise sur la voie de l'émergence. Écoutons à ce propos le directeur de la modernisation de l'équipement rural, Samba Diobenka. L'objectif est atteint par rapport à la déclaration du président de la République qui avait promis de mettre à la disposition des Sénégalais 1000 tracteurs équipés. Aujourd'hui, nous sommes à 1200. Mais par rapport aux besoins, certes, c'est un besoin énorme. Nous avons quand même un besoin qui tourne autour de 4000 à 5000 tracteurs pour tout le territoire national. Maintenant, là aussi, sachez que c'est juste le premier jet des grands projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous avons d'importants programmes d'une valeur de 85 milliards rien que pour les équipements agricoles. Donc par rapport à ça, on peut se dire qu'il y a quand même énormément de choses encore à faire. Et d'ailleurs, à partir du mois de juillet, on va attaquer la deuxième phase du programme brésilien, qui est le maïs alimentos, pour l'acquisition encore de 400 autres tracteurs supplémentaires. Le président de la République a été très clair. Il faudrait tout faire pour créer des emplois pour la jeunesse sénégalaise. Et ça, on ne saurait le faire, nous, État en tant que tel. Donc il faudrait accompagner le privé sénégalais qui est habilité à mettre en œuvre des programmes pour créer des emplois. Et dans ce sens, nous aussi, dans le cadre vraiment de nos acquisitions, on a privilégié le privé local au privé étranger. Donc par rapport à ça, je peux vous dire 80% de ces marchés sont exécutés par des privés nationaux. Voyons à présent comment cela se passe dans les régions. À Tambacounda, la mise en place du matériel agricole se déroule bien. Une dizaine de tracteurs est mobilisée sur un total de 30. Abdoulaye Sinkaré. Après les premières pluies tombées sur Tamba, l'heure est au labour. La mise en place du matériel a débuté bien avant. Déjà, une dizaine de tracteurs est à l'œuvre sur le terrain pour booster les surfaces à emblaver. Pour la région de Tambacounda, de 30 tracteurs qui ont été octroyés. Sur ces 30 tracteurs, 11 ont été payés et 10 sont réceptionnés. Ces 10 tracteurs même sont à pied d'œuvre. Parce qu'il faut reconnaître que la demande en matière de labour est très forte au niveau de la région. Et cette année, ces tracteurs aussi ont permis donc de multiplier même par 10 la capacité de travail donc motorisé au niveau de la région. Au-delà de ces tracteurs, le matériel attelé n'est pas en reste. Pour la dernière campagne, Tamba a reçu 2219 unités et pour cette année, 1000 sont attendus. Nous avons fait une expression de besoin pour donc à toute la région. Donc il s'agit de plus de 1000 unités. Donc nous attendons donc la réaction donc de la direction de la modernisation de l'équipement rural. Également, des projets et programmes comme le PADAER ont mobilisé d'importantes ressources pour équiper les producteurs. Le PADAER cette année distribue 1193 semoirs, 1012 houssines, 1193 charrues, 691 animaux de trait, 691 charrettes, 691 pulvérisateurs, 450 000 sacs et 1719 bâches. C'est ce que le PADAER, rien que cette année, met à la disposition des services. Cette année, le PADAER a pris une approche inclusive qui a permis de confier la fabrication de ce matériel à des artisans locaux. Dans nos prochaines éditions, d'autres reportages sur le processus de modernisation de l'agriculture au Sénégal, notamment dans certaines régions. Chanvre indien, hashish, cocaïne, héroïne et d'autres substances dangereuses incinérées aux mamelles. Ce matin, l'acte s'inscrit dans le cadre de la semaine de mobilisation sociale de lutte contre les drogues initiée par le ministère de l'Intérieur. Louise Bitsa. C'est une saisie de drogue naturelle, drogue dure, véritable stimulant, incinéré. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a allumé la mèche. Un signal fort que le gouvernement du Sénégal lance à la population, mais surtout aux ennemis irréductibles que sont les trafiquants de drogue. Ça veut dire que c'est une action continue. En réalité, c'est des incinérations qui doivent se faire mensuellement, tous les mois. Compte tenu peut-être des faibles quantités de saisie, on n'a pas jugé nécessaire de consacrer cette incinération mensuelle, mais chaque fois que de besoin, cela va se faire en présence, bien entendu, du procureur. Vous l'avez vu, le procureur Ndiaye, il est là, à côté de moi,
et toutes les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, le directeur général de la police est là, le général Senlou, le second, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Chanvre indien, hashish, cocaïne, héroïne, amphétamine et méthamphétamine, toutes ces drogues ont été incinérées, sauf le HAT. À cet effet, le substitut du procureur au tribunal de grande instance de Dakar a apporté des éclairages. Ce sont les dispositions de l'article 146 du Code des drogues qui demandent à ce qu'un échantillon de la drogue saisie et scellée soit présenté au tribunal. C'est la seule obligation qui est faite au tribunal pour avoir la preuve de la matérialité des faits. On ne pourrait pas à chaque fois, par rapport à des quantités importantes de saisie et de scellés, venir avec des sacs et des sacs ou même des tonnes de drogue. Cela ne se comprendrait pas. C'est pourquoi le législateur a prévu, à travers les dispositions du Code des drogues, qu'on amène un échantillon, donc justement de la drogue saisie. Aussi, on note une faiblesse de saisie en cocaïne. Le système est de plus en plus renforcé pour contrecarrer les trafiquants. Nous avons donc un maillage qui est renforcé au niveau du port de Dakar avec la création de l'unité mixte de contrôle des conteneurs, mais également la CAT, comme il l'a si bien dit, qui est, n'est-ce pas, le fruit de la coopération avec l'ONUDC et l'Union européenne. Donc à ce niveau, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de gendarmes, de policiers et de douaniers qui travaillent étroitement et en présence et de manière très assidue et très soutenue. C'est pourquoi d'ailleurs la saisie qui vous a été présentée a été, n'est-ce pas, l'œuvre de cette unité au niveau de l'aéroport. Donc il y a un ciblage qui est fait sur les trafiquants, sur les passagers et sur tous ceux qui entrent sur le territoire national. Dans les régions, des cérémonies similaires seront également organisées, une suite logique dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Nous ouvrons la page Ramadan de cette édition. Jeûner et faire des kilomètres de route pour allier une des localités du Sénégal, c'est, dit-on, pas du tout recommandé parce que très éreintant. À la gare routière de Nioro, ceux qui persistent peuvent cependant s'arrêter et profiter d'une nourriture diversifiée en vente sur place. Ce que les voyageurs apprécient bien du reste. Ambiance Ndogo à l'heure de la rupture, c'est un reportage de Claire Diop. 19h30, gare routière de Nioro à Kaolack. Le trafic quasi intense de tous les jours a laissé la place à un calme presque inhabituel. Pas de ronronnement de moteur car aucun véhicule n'entre ni ne sort de la gare. Tout est à l'arrêt. L'heure est à la pause Ndogu, à chacun son morceau de pain et sa tasse de boisson chaude. Je suis un client qui doit voyager. L'heure de la rupture m'a trouvé ici et voilà. Je vais à Karang vers la Gambie. J'ai pris du pain avec de la mayonnaise et une tasse de café en attendant mon arrivée à destination. Je viens de la Gambie et l'heure de la rupture m'a trouvé ici. Mais bon, je ne me plains pas. Machallah, la cuisine sénégalaise est très bonne. J'ai pris un plat de foufou, c'était très bon. Pourtant, je n'ai jamais mangé ça. Après une longue journée d'abstinence, ces voyageurs ont le choix. Toute une diversité de nourriture est proposée. Je vends du mariné, du thon, mayonnaise, bref, c'est bonnes choses. Les clients, après une journée de jeûne, aiment beaucoup manger épicé. Pour ceux qui préfèrent manger du lourd aussi, pas de souci à se faire. Je préfère ces plats parce que c'est relaxant pour le corps. Si j'en prends, ça me fait beaucoup de bien. En plus, il n'y a pas d'huile. C'est mieux. Et même la bouillie de maïs est aussi bon. Des pâtes, du riz et même des plats guinéens bien assaisonnés sont aussi au menu. Les prix varient entre 300 et 500 francs CFA. Je prépare du toru ou l'arobissa pour les Wolofs, du lalo, foti ou du fondé. C'est à base de manioc, du riz et du maïs. C'est des plats guinéens, mais les Sénégalais aiment beaucoup ça. Les prix sont très abordables, c'est pas cher du tout.
En ce mois béni du Ramadan, à l'heure du Ndogou, ces femmes se frottent les mains, les affaires sont bonnes. Les voyageurs aussi ne se plaignent pas. Du chaud, du frais, du léger et même du lourd, tout est disponible, en plus à bon prix. Ils sont maçons ou fossoyeurs. Ces ouvriers exercent des métiers pénibles, mais qui ne se privent pas du tout de jeûner. S'il est vrai que leur productivité en prend un sacré coup, les rigueurs du Ramadan ne leur font pas toujours baisser les bras. Aramdawa. Mamadou Niang et sa bande doivent faire avec un trio des plus écrasants. La faim, le chaud soleil de Touba et un travail pénible, creuser des fosses septiques. C'est pénible, mais on ne peut pas ne pas jeûner, car le travail va de pair avec la religion. On est en plus bien portant. Il ne peut se soustraire au jeûne, histoire de conviction. N'aurait-il pas fallu dès lors prendre un congé? Il n'y a pas de congé avec les dépenses. Les besoins sont constamment là et il faut les satisfaire. Voilà qui est bien dit et partagé dans une certaine mesure à 2 pas de là, dans ce chantier de triage de gravats. Par ici aussi, impensable de cesser le travail. Mais la faim a eu raison de l'endurance de certains. J'ai jeûné les 3 premiers jours, mais j'ai dû arrêter les jours suivants. C'est difficile d'allier les deux. Nos forces diminuent véritablement en période de Ramadan. Mais j'aurais bien voulu jeûner quand même. Si je pouvais les dispenser de ce travail, je l'aurais fait volontiers, tout en continuant de les payer. Mais ainsi va la vie, c'est Dieu qui recommande le jeûne et le travail aussi. Il y va de la survie de la famille. Travail d'ouvrier et Ramadan pénible à Touba, pénible à Dakar aussi. Les chantiers n'attendent pas. Jeune qui peut. C'est parfois difficile de tenir. Certains s'abstiennent de jeûner. Moi, je n'ose pas. J'ai l'habitude. Il est vrai que des fois, nous acquisons du retard parce qu'après tout, le Ramadan reste dur. Il joue sur notre endurance, mais on s'accroche. On a l'habitude de ne pas manger sur les chantiers. On jeûne presque tous les jours parce qu'on ne voit même pas à manger ni à boire et on le fait depuis des années. On ne grignote que quelques cacahuètes, on prend parfois un peu d'eau et du thé. C'est pas loin du jeûne. Le mot est lâché, le thé, leur seule nostalgie par ici, car si les ventres ont l'habitude d'être vides, les fourneaux, eux, n'ont pas toujours été dans cet état, délaissés. La productivité au travail à l'aune du Ramadan nous renseigne qu'elle peut être affectée en ce mois béni. Mais le manque d'énergie est indéniablement compensé par le gain en temps avec l'absence de pause. Rapport du Ramadan au rendement, le possible équilibre, c'est une chronique signée Seydina Lune-Diko. Au bureau, dans les classes, sur les chantiers, le musulman sort du naturel sentier balisé de quelques-uns de ses besoins primaires, cela pendant un mois. Quand déjeuner, grignoter et boire sont délaissés durant la journée, la question qui se pose souvent est « cette privation affecte-t-elle la productivité ?» Il est quasi impossible d'être catégorique pour le oui comme pour le non. Dans certains pays, la perniciosité est poussée jusqu'au bout. Elle frise l'islamophobie quand en Tunisie, Bourguiba buvait du jus d'orange en plein Ramadan, indiquant à son peuple que la construction du pays primait sur ce qu'il appelait les coutumes. Cet exemple nous apprend tout simplement que comprendre le rapport du Ramadan au rendement exige une lucidité. Dès lors, il ne s'agit pas de nier l'évidence, mais d'équilibrer la balance. S'il est vrai que maçons, dockers et autres ouvriers peuvent connaître une baisse de régime durant le mois béni, ce manque d'efficacité est à relativiser. La productivité peut même être dopée durant cette période par ne serait-ce que l'absence de pause déjeuner, café ou cigarette, entre autres récréations aux longues prolongations sous nos cieux.
Et comment se comportent les Sénégalais vivant au Portugal? Ils respectent le jeûne malgré l'heure tardive pour la coupure. En ce mois de Ramadan, ils se réunissent chaque jour, chaque soir pour la prière, mais aussi pour partager le repas en communauté. Envoyé spécial au Portugal, Moussaba, Anaïs Nyanyamane. 22h à Lisbonne, 21h heure de Dakar. Les quelques membres du Daïra Mouride s'activent autour des préparatifs pour bien couper le jeûne avec leurs compatriotes malgré l'heure tardive. Ici, les Sénégalais ne sont pas dépaysés. Tous les ingrédients nécessaires pour un bon plat de chez nous sont disponibles. Le marché, ça marche parce que ici, tous les magasins, c'est les Chinois. Le marché, il y a les marchés chinois, tout c'est des frais. Il y a des marchés portugais, tu ne vas pas acheter des pommes de terre, c'est pas cher. Tu ne vas pas acheter des oignons, c'est pas cher. Tu vas acheter un mouton, c'est pas cher. Nous, quand on est là, on vit comme les Sénégalais. Ce qui nous manque ici, c'est les guedji et les yettes. Même Dakar, il y en a ici. Ainsi, tout est fin prêt pour couper le jeûne. D'abord les dattes, ensuite le pain, le lait, le café, le thé ou autre. Tout pour une rupture en communauté après une journée de travail bien remplie. C'est par la grâce de Dieu que nous parvenons à supporter les dépenses du Ndogu. Tous les jours, chacun apporte sa modeste contribution pour qu'on ait ce repas. Chaque nafila, il cotise, il donne 20 € ou 10 €. L'argent va être beaucoup. Les garçons vont acheter des moutons. Tu as vu, on a fait les soupes. On fait tout ici avec les Marocains, avec des Cavindiens musulmans. Tout le monde vient ici manger avec nous, on donne ça en sacrifice. Après un bon dogu, le muezzin appelle à la prière. Les musulmans sénégalais de toute confrérie se retrouvent pour le nafila. La prière finie, place au dîner. Les repas sont copieux et n'ont rien à envier au plat made in Sénégal. On fait le tchébou, le mafé, le domada. On fait tout. On fait le firil encore. Il y en a des beaux poissons. On fait le firil, les poissons brisés. On fait des poulets brisés. Il y en a tout ici. Ce que tu vois au Sénégal, il y en a ici tout ici il y en a. Ces Sénégalais du Portugal vivent pleinement leur foi. Ils observent le jeûne comme s'ils étaient au Sénégal. Le Portugal étant un pays tolérant en matière de religion. Retrouvez la page Ramadan dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale, la Turquie et Israël se réconcilient. En Espagne, la droite est arrivée en tête aux législatives 4 jours après le Brexit. Londres demande du temps à l'Union européenne avant le divorce. Nous commençons par la tournée africaine de Michelle Obama, cher Traoré. Cap-Vert, Libéria et Maroc, les 3 pays retenus pour cette tournée de la première dame américaine. Après quelques heures passées au Cap-Vert, Michelle Obama est arrivée ce lundi au Libéria, accompagnée de ses 2 filles, Sacha et Malia. Cette tournée africaine a pour objectif de promouvoir l'éducation des filles dans le cadre du projet « Laissons les filles apprendre » initié par le couple présidentiel américain. Michelle Obama est attendue dans la soirée au Maroc. Après 6 ans de bruit suite à un raid israélien contre un navire turc, c'est le retour à la normale. La Turquie et Israël ont décidé de normaliser leurs relations en signant un accord. Israël s'engage à verser 20 millions de dollars aux victimes turques du raid aérien. Cet accord a été salué par de nombreux pays. Le secrétaire général de l'ONU en visite à Jérusalem voit dans cet accord un important signal d'espoir pour la stabilité au Moyen-Orient. La droite espagnole est arrivée en tête aux législatives de dimanche. Les conservateurs du Parti populaire obtiennent 137 sièges, suivis des socialistes avec 85 sièges. Unidos Podemos arrive en 3e position avec 71 sièges. Ces élections doivent permettre à une majorité de se dégager pour former un gouvernement. Le précédent scrutin de décembre n'avait pas permis d'arriver. 4 jours après le vote en faveur de la sortie de l'Union européenne, c'est le statu quo. Les leaders européens pressent Londres pour un divorce rapide, mais la Grande-Bretagne cherche à gagner du temps. La création d'un département spécial au sein du gouvernement est annoncée pour gérer la question du Brexit. Pendant ce temps, les anti-Brexit s'accrochent à la pétition pour l'organisation d'un second référendum. Ce lundi, elle a obtenu 3 700 000 signatures. Sport, football, Dakar Sacré-Cœur, Djambar, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. Les 2 clubs formateurs sont venus respectivement à bout de Yego et l'Olympique de Ngor. C'est Dina Luntico. Victoire 2-0 de Djambar sur l'Olympique de Ngor en demi-finale de la Coupe de la Ligue.
Si la joie est mesurée chez les Mbourois, c'est que la mission de terminer en beauté la saison n'est pas encore remplie. Plus qu'un pas à faire pour oublier la perte du titre de champion sur le fil. Dans la partie, les hommes de Boubacar Gadiaga bénéficient d'abord d'un coup de main du portier adverse à la 40e minute. Ibrahim Sow rate sa sortie, Dame Gueye profite de l'erreur. 1-0 pour Djambar qui retourne au vestiaire avec cet avantage avant de corser l'addition vers la fin du match. Arfan Dafé double la mise pour son équipe. Comme en 2014, Djambar se retrouve en finale de la Coupe de la Ligue. Le club espère tout de même une toute autre issue lors de ce rendez-vous perdu devant